Bonjour à tous. Déjà, dire que je suis très honoré d'être ici avec vous pour partager des moments de gastronomie, rencontrer d'autres collègues. Et je voudrais remercier Ghostman qui a organisé cette deuxième édition. Et j'en profite pour remercier Keren qui fait la traduction française. Je vais être assez rapide parce que je souhaiterais, si vous le souhaitez, qu'il y ait quelques questions qui soient posées à la fin de mon speech. Je voudrais vous parler rapidement de mon histoire parce que je crois que chaque histoire de chaque chef est toujours intéressante et délivre des messages pour les jeunes cuisiniers qui viennent dans nos métiers. En deuxième partie, je voudrais parler plus de produits de mon pays, voire des procédés d'imagination. On a vu la démonstration de Joséanne qui était très speed, très intéressante. Et pour finir, parler de la formation des jeunes et, entre autres, le Bocuse d'Or. Ça va peut-être vous étonner, je ne voulais pas faire la cuisine. C'était pas mon rêve, parce que ma maman avait un tout petit restaurant et je l'ai tellement vu pleurer au fourneau, parce que on était dans une famille modeste, c'était très difficile, et voir ma mère pleurer au fourneau ne me donnait pas envie de faire la cuisine. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans mon parcours, c'est que, contraint et forcé, alors que je voulais faire les beaux-arts, j'arrive à l'école hôtelière et je rencontre un professeur qui, par sa façon de me montrer, de m'expliquer la cuisine, sa façon d'être aussi, je dirais en quelques jours, je me suis dit, je veux faire cuisinier. Voilà un petit peu mon départ. Ensuite, je me suis installé maintenant depuis 37 ans avec mon épouse, parce que nos restaurants, c'est pas que le cuisinier, c'est aussi souvent un couple. Et puis nous étions dans un petit village, nous sommes dans un petit village de 240 habitants et d'une cuisine pour nourrir. Grâce à cet environnement, petit à petit, j'ai pu mettre en place une cuisine qui me ressemble et surtout qui ressemble à la nature environnante. Alors ça passe par des étapes, bien entendu. La première étoile en Michelin en 90, la deuxième en 97 et la troisième en 2005. Un parcours aussi, puisque je n'ai pas eu la chance de faire de grandes maisons. Je suis un petit peu, avec toute modestie, autodidacte. J'ai passé quelques concours de cuisine avec beaucoup de déceptions au départ. Aussi. Bocuse d'Or. Voilà, c'est ça notre cheminement à Saint-Bonnet-de-Froid. Mais je crois ce dont je suis le plus fier, c'est à l'exemple d'ailleurs, je vois que tu es bien ami avec Michel Bras, à l'exemple de Michel Bras, c'est de pouvoir dans un petit village créer une dynamique, puisque j'étais tout seul avec mon épouse il y a 37 ans, maintenant c'est 65 employés, et le village c'est 7 restaurants. C'est un petit peu atypique en France. Comme quoi, dans le domaine de la cuisine, on peut aussi employer, bien sûr, mais on peut créer une dynamique. Et ça, je trouve que c'est le plus extraordinaire. Voilà un petit peu mon histoire. Et voilà pourquoi aussi je suis là aujourd'hui. Parce que discours contre discours, je crois que notre devoir, nous chefs, c'est de transmettre, c'est de donner envie aux jeunes de faire ce métier. Je suis là parce que à 60 ans, j'ai encore plus envie d'apprendre. J'ai encore plus envie de montrer notre passion.
Alors après, parlons de produits. Dans mon cheminement de cuisinier, comme je vous le disais tout à l'heure, au début, je donnais à manger le mieux possible. Et petit à petit, je me suis rendu compte, j'ai été aussi encouragé, qu'on avait une nature environnante qui était exceptionnelle. Et ce métier nous amène vers un autre chemin, la nature. C'est pas la cuisine, c'est pas que de la technique, c'est s'intéresser à la nature, aux gens, aux producteurs. Et je travaille beaucoup tout ce qui est nature, les herbes. Je travaille beaucoup en collaboration avec nos jardins, puisque nous produisons une partie de nos légumes. Et puis un produit qui me colle un petit peu à la peau, qui est le champignon. Voilà, ce sont tous ces produits qui m'intéressent. En même temps, à notre niveau, quand une maison est très connue comme la mienne, nous avons aussi un devoir d'être un peu des ambassadeurs de notre métier, mais être aussi ambassadeurs des produits. Parce que le chef, c'est aussi des producteurs. Et on a tout intérêt à les encourager, aller à leur rencontre, parce qu'on apprend beaucoup. De même que défendre la profession. Alors maintenant, dans les procédés d'imagination, l'imagination, pour moi, c'est un petit peu je l'explique souvent aux jeunes qui viennent apprendre la cuisine. La cuisine, c'est comme la musique, c'est comme la peinture, c'est comme beaucoup d'art en général. Il est important, presque avant d'imaginer, d'apprendre le solfège. On parle de la musique. C'est pareil pour la cuisine. Il est important, je crois, d'apprendre les bases de ce qu'est une cuisine, les bases de la cuisine turque, les bases de la cuisine française, les bases de la cuisine espagnole ou italienne. Important d'avoir ces bases. Mais les bases, c'est pas que connaître les produits, c'est pas que savoir couper, savoir cuire. On l'a vu ce matin avec cet exemple de la viande qui était très pédagogique, je l'en remercie. Non, c'est emmagasiner dans sa mémoire des goûts, des moments. Et je crois que la meilleure imagination, c'est quand, dans ce métier, on a la possibilité de quitter de temps en temps ses cuisines, d'aller voyager, de se promener dans les bois. On l'a vu tout à l'heure avec cette main qui passe sur l'arbre. Pour moi, c'est très significatif parce que c'est des moments où vous ressourcez. Alors, les procédés d'imagination, pour moi, je suis en plein dedans. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir mes 3 fils avec moi dans cette aventure commune du restaurant. Et mes fils sont différents que moi. Et tant mieux, parce que c'est ça l'imagination. Je crois que c'est arriver à se nourrir du tempérament de chacun. Personnellement, on imagine quelquefois seul, mais on imagine souvent ensemble. Ça fait partie d'un processus qu'on ne veut pas technique systématiquement, mais qu'on veut très ouvert, très collégial. Et ça passe par des sensations. Mais croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que pour moi, l'imagination, c'est être libre. La liberté, c'est pas toujours évident en cuisine. La liberté, c'est celle que vous allez vous octroyer par le travail. Parce que tout, à mon avis, passe par le travail. On peut imaginer avec un crayon et un papier. C'est souvent ce que l'on fait. Mais la meilleure imagination, c'est quand vous êtes au fourneau, quand vous êtes en train de cuire, quand vous êtes dans un mélange de sensations qui vous permet d'être créatif. Et créatif, pourquoi ? Pourquoi être créatif ? Souvent, on dit il faut être créatif. Moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça. La création, pour moi, c'est être en phase avec les saisons. Les saisons, en Turquie, je pense que c'est pareil qu'en France, elles sont très marquées. L'hiver, l'automne, le printemps. Et ce sont toujours des grands moments parce qu'on attend l'asperge, on attend la fraise, on attend le premier cèpe, on attend ce procédé-là qui fait travailler votre imagination. Donc, c'est toujours mêlé de doutes.
Et je vous avouerai que cette étiquette 3 étoiles, ce n'est pas toujours le chemin de la liberté, parce que j'ai une clientèle internationale, mais ils viennent un peu, il faut que ce soit parfait. Donc, toujours dans ce procédé d'imagination, il y a toujours ce doute. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que les clients vont aimer? Qui vous freine un petit peu légèrement. Mais on essaye de balayer tout ça, bien souvent dans notre tête, pour amener cet esprit de liberté dans les cuisines. Voilà, donc là, j'étais en train de vous parler de tout ce procédé qu'on fait en équipe. Maintenant, la troisième partie sera plus axée sur ce devoir de formation. C'est un travail de tous les jours et nous avons une brigade de 25 cuisiniers et il est important que chacun y trouve sa place. Ça, c'est peut-être la grande difficulté dans notre métier, qu'un stagiaire, qu'un apprenti ait vraiment une compréhension de là où on veut l'amener. Donc il y a un travail pédagogique qui, à mon avis, est très important. Parce que le jeune a envie. Derrière, nous, on a un devoir d'exemple par rapport à notre métier. Voilà. Alors maintenant, en troisième partie, vous parlez des concours en général. Je vous disais que les concours, j'en ai passé parce que je n'avais pas fait de maison, beaucoup d'échecs, et puis bien sûr la réussite. Et j'ai la chance maintenant de m'occuper d'un concours assez prestigieux qui est le Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or a 30 ans cette année. C'est une aventure pour des pays, pour 22 pays à l'arrivée. C'est un concours assez extraordinaire. Je vois en même temps ma tête en 95, il y a 20 ans de ça. C'est des grandes émotions, bien sûr, ce qui a permis aussi de faire connaître ma maison. Et notre volonté au Bocuse d'Or dans ce concours, c'est vraiment de mettre en valeur tous les pays. C'est pas évident, parce qu'on s'aperçoit, on en discutait tout à l'heure avec ceux qui organisent la sélection de la Turquie, c'est pas évident d'arriver en finale et surtout de gagner ce concours. Ça passe par beaucoup d'expérience. Et sachez que nous mettons de plus en plus en place un règlement qui permet à tous les pays, sans avoir des moyens considérables, de pouvoir déjà figurer dans la finale et surtout sur le podium. Et ce qui me paraissait important aussi, c'est que dans ce concours, notre volonté, c'est que chaque pays amène son identité. Ce qui n'était pas le cas, je l'avoue, dans les premières éditions. Et c'est un pied d'appel un peu en même temps que je fais aujourd'hui, parce que je souhaiterais que des pays à forte identité culinaire, tels que l'Italie, tels que l'Espagne, tels que la Turquie, figurent dans les finales, parce qu'elles y ont toute leur place. Elles ont toute leur place, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de la cuisine dans ces pays. Il y a des produits, il y a des chefs, il y a une volonté, il y a une énergie qui fait qu'on souhaiterait, dans les années qui viennent, que ces pays figurent dans le classement. Voilà, en gros, un petit peu la présentation. Si vous avez quelques questions à poser, elles seront le bienvenu. C'est toujours l'inquiétude parce que, voilà, la première question d'une part, et puis quand il y a des silences dans la salle, on est toujours un peu démunis. Alors je ne vous demande pas de faire des efforts, mais peut-être si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que j'intervienne ou pas, ce sera avec plaisir. Bon, d'accord. Voilà, déjà une question, c'est une première approche.
Est-ce que Marie est dans la salle? Elle va peut-être m'aider parce qu'il faut traduire tout ça. Öncelikle bu güzel sunum için size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ülkemize. Ben gastronomide yüksek lisans yaptım ve tez konum Michelin yıldızı restoranlar üzerineydi. Yine tek Türk şefi olan Ali Güngörmüş ile çalışmıştık. Benim yaptığım araştırmada Michelin yıldızı ile ilgili en önemli vardığım sonuç dinamizmin ve sürdürülebilirliğin sürekli olmasıydı. Siz mutfakta özgürlüğün sınırlandığını söylediniz Michelin yıldızından sonra, yanlış eğer duymadıysam. 3 Michelin yıldızı aldıktan sonra hiç çok endişelendiniz mi restoranınızla alakalı? Ben bir sınırlamaya gidiyorum, bu benim özgürlüğümü sınırlıyor. Bundan sonra ne olacak? Az önceki şefler de çünkü kendilerinin bahsettiği şey hep ben yerimde saydığımı fark ettim. Daha sonra bununla alakalı mesela Serkan Bey tamamen kapatıp başka bir yöne yöneldiğini söyledi. Keza diğer şeflerimiz de öyle. Sizin hiç böyle endişeleriniz oldu mu veya hiç boyut değiştirmek istediniz mi? Évidemment, il y a toujours... D'abord, il faut relativiser parce que c'est une grande joie pour un chef d'obtenir 3 étoiles. Encore plus, je dirais, quand on habite un petit village perdu un peu dans la montagne, il y a cette fierté. Il y a un devoir aussi parce que derrière, je vous le disais, quand on s'exprime devant un public, devant des jeunes, il y a un devoir de faire passer des messages par rapport à notre métier. Alors je parlais qu'il y avait un peu d'appréhension, bien sûr, quand on crée une recette, il y a toujours un peu d'appréhension. Mais elle est vite balayée. Mais c'était important que je le dise, parce que pour moi, la gastronomie je ne dis pas la gastronomie de demain, mais je le vois en France, pour moi, la gastronomie, ce ne sont pas que les restaurants étoilés. La gastronomie, ça peut être dans la rue, en Turquie, avec des produits magnifiques. Ça peut être un bistrot. Et on voit beaucoup de chefs français qui s'installent dans des petits bistrots, pas beaucoup de clients, et qui font un travail magnifique. C'est autre chose. Non, je me remets très vite de tout ça et je me dis, tu as une clientèle qui vient, et je crois que dans chaque cuisinier, il y a ce brin de générosité, de donner du bonheur aux gens. Nous donnons du bonheur aux gens. Et ça, on y pense un peu tous les jours. On fait attention, il y a tout un travail sur la cuisine. Le bonheur, il faut qu'on soit heureux pour donner aussi du bonheur à nos clients. Et moi, ce bonheur, je l'ai tous les jours. Enfin, j'essaye, parce que c'est pas si facile que ça. C'est le travail avec les équipes. Et le fait d'innover, de créer avec les équipes, vous créez un dynamisme, vous créez une énergie qui fait que vous ne pensez plus à ça. Vous ne pensez plus aux 3 étoiles, vous ne pensez plus au client qui va venir pour disséquer, pour dire ça vaut pas. Maintenant, je m'en fous. Puis je dirais qu'à 60 ans, on gagne un petit peu de sagesse. C'est ce que j'essaye de transférer à mes enfants en leur disant relativiser. C'est tellement du bonheur d'être ici, de mettre en valeur des produits et de cuisiner pour des clients du monde entier qui viennent fêter quelque chose, un anniversaire, venir découvrir notre région. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, que tout le monde dit depuis ce matin, quel bonheur, mais quel bonheur de faire ce métier. Parce qu'on a l'impression de donner du bonheur à tous les gens. Et ça, c'est pour moi important. Et ça va même plus loin. Ça va même plus loin parce qu'à un moment, vous avez des opportunités qui fait que vous allez pouvoir aider des jeunes, mais vous allez pouvoir aider d'autres pays aussi. J'ai la chance d'être dans une école au Cambodge pour des orphelines. Si je n'avais pas fait ce métier, je n'aurais pas pu aider ces orphelines pour mettre en place cette école, leur donner un avenir sur lequel ils trouvent des métiers. Vous voyez, je crois que ça n'a pas de prix. J'espère avoir répondu à votre question.
Peut-être une autre question, mais après, je crois que mon temps sera écoulé parce que je ne suis pas tout seul. Konuşmanız gerçekten çok güzeldi. Ramazan Bingöl, ben de lokantacıyım, meslektaş sayılırız. Burada. 2 tane sorum olacak. Gerçekten özellikle benim en çok dikkat çektiğim tabaklardaki sunumunuz, bir meslektaş olarak hayran kaldım. 1, Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? 2, sunum mu önce gelir, lezzet mi? Teşekkür ediyorum. Anlayabildin mi? C'est une excellente question. Juste avant, je vois que vous avez été charmé par les recettes. C'est des fois un danger. Quelquefois, pas toujours. Souvent, on voit dans les magazines de belles recettes et souvent chez les jeunes, la présentation pourrait passer avant le goût. Et c'est quand même le goût, je dirais, le plus important. Alors, concernant la cuisine turque, je l'ai goûtée il y a 12 ans, et je la goûte par l'intermédiaire de mon frère qui vient souvent ici, qui me ramène des petites choses. J'ai eu 2 repas, hier soir et ce matin. Et c'est pas comme on dit chez nous, passer de la pommade, dire c'était super, c'était bien. Vous avez un avenir en Turquie parce que vous avez une cuisine qui est mixée. On voit des influences de partout. Ça veut dire qu'elle est très riche. Elle s'enrichit de toutes ces traditions à la fois un peu orientales, à la fois baltes. On sent vraiment de multitudes. Et ça, c'est une richesse. La deuxième richesse, qui pour moi, j'ai un estomac qui est un baromètre. C'est un baromètre, comme tous d'ailleurs, mais c'est une cuisine qui reste assez légère, quoi qu'on en dise. Ceci dit, on ne juge pas sur 2 repas. Et ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que maintenant, de plus en plus, on veut bien manger. Mais aussi, on veut être en bonne santé. Et je crois que cette cuisine turque, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elle soit plus légère, la changer. Non, ne changez rien. Simplement, si on veut bien manger, il faut qu'on digère bien. Si on veut bien manger, il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit goûteux. Et un ensemble de choses. Alors, j'ai plein d'exemples dans la tête, ne serait-ce que l'agneau, hier soir, dans cette tradition, avec un boulgour. Vous mangez ce boulgour, mais ça a du goût, tout simplement. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. C'est bon. Voilà, c'est ça. C'est une certaine simplicité, mais tout en étant... on voit qu'il y a un travail. À midi, la même chose. Le poisson, quand on a mangé à midi, je voyais mon voisin qui enlevait la peau, c'était presque dommage, parce que c'était bon de manger tout ça. Un poisson qui était, nous étions quand même nombreux, je pense une centaine de personnes, cuit à la perfection. C'est ça la cuisine, c'est bon. Voilà, c'est tout. Et moi, pour finir de répondre à votre question, la cuisine turque, d'abord, elle est là, elle n'a pas un avenir, elle est déjà ancrée, elle a une histoire. L'histoire est très importante, parce que quand on parle du procédé d'innovation, il ne faut pas oublier des personnes dans le restaurant, ce sont les serveurs. On pense aux cuisiniers, mais pensez aussi aux serveurs, parce que ce sont eux qui vont faire passer le message de ce que l'on veut mettre dans l'assiette, de l'histoire qu'on veut raconter dans l'assiette. Hier, le repas avec des connotations ottomanes, byzantines, etc., avec des dates, c'est formidable. On est dans une page d'histoire. On ne fait pas que manger. On lit et on est dans une page d'histoire. Suivez ce chemin parce que là, il y a une belle histoire à raconter encore. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si, c'est bon. Voilà, ben écoutez, pour terminer, une question. Alors la dernière question. Hoş geldiniz. 65 kişilik personeliniz olduğunu söylediniz. 65 kişiyle kaç kişilik lokantada servis yapıyorsunuz?
geldiniz. 65 kişilik bir personeliniz olduğunu söyledi. 65 kişilik bu servis personeli kaç kişilik bir lokanta hizmet veriyorsunuz? Bu ufak bir köyde olduğunu söylediniz. Hangi bölgede ve müşteri kitlesi gelen turistler mi yoksa çevre illerden gelenlerden mi oluşuyor? Alors, rapidement, mon restaurant se trouve au centre de la France, dans les moyennes montagnes. Donc, un climat rude, puisque nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Alors, j'ai 65 employés, mais au restaurant, j'ai que 40 employés, puisque nous en avons 20 à la cuisine et 20 aussi dans le restaurant avec l'administratif. Mais nous avons d'autres hôtels et une boulangerie, une épicerie. Parce que je parlais du renouveau de ce village, nous avons été même à monter une boulangerie, une épicerie, une pâtisserie qui n'existait pas dans ce village. Je voulais parler de ça parce que c'est l'impact du fait de notre réussite qui fait que, voilà, il y a cette activité qui se greffe autour. Hier, j'ai discuté avec des amis turcs qui m'ont ramené gentiment de l'aéroport. Ils me disaient, mais nous, en Turquie, on ne voit pas de restaurants gastronomiques en dehors des grandes villes. Ça va venir. Je vous dis, ça va venir. Parce qu'en France, c'était la même chose. Et je pense qu'il y a un tourisme gastronomique à créer en Turquie avec tous les sites que vous avez, toute cette histoire. Il y a un bel avenir. Voilà. Je vous remercie et je terminerai pour vous dire combien j'étais heureux d'être avec vous ces 2 jours avec mes collègues, beaucoup d'Espagnols que j'apprécie aussi beaucoup. Et on a la chance, c'est encore ce bonheur de la cuisine, d'être dans un métier où on peut se retrouver autour d'une table. C'est beaucoup plus facile que la politique, tout ça.